Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée depuis la planète des boomers. Je crois que c'est comme ça que certains des jeunes nous appelleraient et pour autant je suis sûr que certains d'entre eux aussi seraient bel et bien intéressés par ce que je vais aborder ici dans cette vidéo. Je vous parle d'un temps, voilà, vous connaissez la suite, où eh bien on avait assez peu de latitude pour réaliser, assez peu de place à l'échec, je devrais dire même, lorsqu'on voulait prendre des photos. On ne se parle pas de cette époque où aujourd'hui on a des smartphones qui sont même pliants comme celui-ci et qui permettent de réaliser de très très jolis clichés ou des trucs qui sont carrément monstrueux comme ce Panasonic GH6 que j'ai là entre les mains qui en plus eh bien, va jusqu'à faire de la vidéo de folie. Des boîtiers tout en un. Non, là je vous parle d'un truc où à la manière de ce que j'ai juste là avec mon boîtier, un bon vieux Nikon F60. Et pourquoi je vous dis qu'on n'avait pas de place du tout pour l'erreur? Eh bien c'est tout simplement parce que les boîtiers argentiques, ils étaient tout simplement alimentés avec ces trucs-là, hein, la bonne vieille pellicule 35 mm, et puis qu'ensuite on les emmenait dans un labo photo pour procéder à nos tirages. C'était la surprise, et puis on récupérait évidemment aussi le film qui était là, les fameux négatifs photos. Et c'est vrai que voilà, du coup ça donne place à des choses comme ça, une multitude de pochettes. Alors en plus, a fortiori, si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes le monsieur dans la famille qui avait toujours son appareil avec lui et qui a eu la bonne idée de mettre sur les tables le jour de son mariage une trentaine d'appareils photo jetables, et bien vous vous retrouvez avec une panoplie comme ça au fil des ans accumulée de négatifs. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, c'est bien, tout ça c'est beau, mais le tirage papier c'est sympa, mais c'est quand même pas facile à partager avec ses proches, et surtout, au bout d'un moment, tout ça, ça se dégrade, et l'intérêt de scanner avec des petites solutions, pourquoi pas, plus ou moins chères. Et c'est de cela dont on va se parler dans cette vidéo. L'introduction était un peu longue, puisque j'ai effectivement, à l'occasion, au détour de mes petites courses chez Lidl, je suis tombé sur ce scanner pour diapositives et négatifs. Alors je vous le dis tout de suite, hein, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder la partie diapositive parce que je n'ai pas de diapo sous la main, et néanmoins je vais vous parler quand même des accessoires qui sont dédiés à cela, et donc on va essentiellement se focaliser sur les négatifs, mais vous verrez que ce produit, il est disponible en ligne, attention, pas sur le site français, moi je l'ai acheté en magasin, mais il est disponible sur le site belge, et là au moment où je vous parle, le produit il a quand même récolté 148 avis, tout simplement, par la communauté, enfin par effectivement essentiellement des utilisateurs belges je pense, puisque même lorsqu'on est en Belgique, on est logué et qu'on souhaite l'acheter, il nous dit qu'il n'est pas disponible pour l'envoi en France, donc il faut l'acheter en magasin. Ce qui va me permettre tout de suite de vous donner le tarif. Moi je l'ai acheté à environ 45 € en boutique, et on voit qu'il est quand même un petit peu plus cher sur le site belge. Donc surveillez, je ne sais pas s'il est encore disponible actuellement, hein, je l'ai acheté il y a quelques jours, mais vous savez comment c'est, les produits Silvercrest chez Lidl, ça va, ça vient, et puis voilà, je vous laisse trouver la suite. Quoi qu'il en soit, il risque de revenir en magasin à un moment donné. Le scanner en lui-même, le voici. Effectivement, c'est pas un très très gros scanner. On va revenir tout de suite sur les caractéristiques techniques. Le prix, je vous l'ai donné, 45 € environ. Et clairement, c'est pas un produit qui va aller rivaliser avec des scanners à plat, du matériel évidemment plus cher aussi, et peut-être moins portatif. Parce qu'avec ça, clairement, on peut très bien le mettre dans un sac à dos, et puis pourquoi pas aller chez des parents, des oncles, des tantes qui auraient des belles archives que l'on souhaiterait renumériser, ou tout simplement leur prêter. Parce que vous allez voir que les caractéristiques techniques du produit sont assez modestes, mais la nécessité d'avoir un ordinateur performant, eh bien, l'est tout autant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'une grosse machine pour reprocéder à sa numérisation. Donc le produit, je le pose là, et on va aborder quelques caractéristiques techniques, et vous allez bien comprendre, encore une fois, qu'il n'a pas vocation à rivaliser avec de véritables scanners. Et là, donc, on est sur un produit qui intègre un capteur CMOS de 8 millions de pixels, c'est ce qui est écrit sur la boîte. On voit aussi qu'il y a une garantie de 3 ans, avec une résolution de 2300 dpi en natif et 4600 dpi en interpolé. C'est les quelques caractéristiques ici que je retrouve sur le carton. Donc pour numériser les négatifs, les photos et les diapositives sur ordinateur, pour tous les négatifs, bande 35 mm, les diapositives, petit format encadré 5 par 5 cm, que l'on a le fameux One Button Scan, c'est effectivement un bouton qui est présent ici sur le dessus, hop, vous l'entendez, on a un petit bouton et qui permet tout simplement de lancer la numérisation, mais on va voir qu'avec le logiciel et la souris, ça va finalement tout aussi bien. On a ensuite équilibrage des couleurs et exposition automatique, ça c'est le logiciel qui s'en charge, on verra ce qu'on peut en faire réellement.
Résolution d'image de 2300 dpi, natif, entre guillemets, à 4600 dpi interpolé. Ensuite, on a transmission de données par un câble USB. C'est un câble USB type A d'un côté et type C de l'autre qui alimente le scanner. Et donc, on n'a absolument pas besoin de prise électrique. Portativité oblige. Et donc, ça, c'est quand même très, très pratique. Et ensuite, on a le fameux contenu de la boîte. Et dans ce contenu de la boîte, eh bien, on a, regardez, tout d'abord, le CD-ROM qui vous permettra d'installer le logiciel pour utiliser votre scanner, mais soyez rassurés, si comme moi, vous n'avez plus de lecteur CD, on a deux fascicules, la notice d'utilisation, la mise en garde, etc. concernant le produit, et à l'intérieur de celle-ci, on a aussi le lien qui va permettre de télécharger le drive, enfin le petit logiciel pour l'utiliser sur votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac d'ailleurs. Et bonne nouvelle, ici le constructeur a prévu en plus une étiquette avec le lien pour télécharger en direct le pilote qui fait une quinzaine de mégaoctets, pilote et logiciel évidemment. Et alors, je vous le dis tout de suite, et peut-être que certains d'entre vous qui ont déjà vu le produit sur des forums ou qui ont parcouru des choses, pour ma part, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec des logiciels tiers, par exemple importer une image via ce scanner depuis Photoshop, ça n'a pas marché. Il n'est pas reconnu comme des périphériques d'acquisition d'images, ces fameux périphériques Twain, et donc je n'ai rien pu en faire. Peut-être qu'il existe des bidouilles pour cela, on ne va pas rentrer autant dans ce niveau de détail. Là, l'idée, c'est que si on parle d'un produit à moins de 50 € pour faire de la numérisation de films, on va aborder les forces et les faiblesses de ce truc-là, mais c'est surtout le côté plug and play, facile pour tout le monde. Je crée mes sauvegardes, je les partage ou je les archive. Et évidemment aussi pour cela, on va retrouver d'autres accessoires dont les principaux. Alors ici d'abord on a ce petit outil, tout simplement une petite brosse de nettoyage qui est censé servir, je pense, pour nettoyer aussi bien les films, les négatifs, que je m'en suis rendu compte au moment du test du produit, qu'en plus, on peut nettoyer tout simplement la vitre sur laquelle, alors la vitre en partie basse sur laquelle peuvent se déposer des saletés, voilà. Alors attention, si vous le mettez à l'envers, c'est-à-dire si vous mettez la partie ici, là, tac, on va pas le voir, j'ai pas de lumière. Si vous mettez la partie avec la brossette vers le haut, il va coincer dans la trappe. Donc il faudra trouver un petit objet pointu pour maintenir la trappe vers le haut et l'enlever. Et de toute façon, ça n'aura aucun effet puisque en fait la partie miroir en bas peut accueillir des saletés. Et si jamais vous en avez sur la partie haute du scanner, il faudra trouver plutôt une bombe d'air sec. De toute façon, vous le savez, la numérisation de ces films, que ce soit des négatifs ou des diapositives, c'est extrêmement sensible aux saletés. Et puis surtout aussi, il faut que vos films soient de bonne qualité. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de diapositives à numériser pour ma part, mais néanmoins, je trouve que ce système, il est plutôt bien fichu. Regardez un peu, on a ici ce système-là qui, comme vous pouvez le voir ici, contient une sorte de petit bac. Je dirais qu'on peut mettre 4, 5, allez peut-être 6 diapos. Et surtout, donc, on a enfin ici la partie qui est ajourée, qui va servir tout simplement au scanner pour numériser la diapo. Et donc surtout, ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, et qui contient son petit réservoir, a aussi cette petite tirette là, et je ne sais pas si on va bien le voir, mais en fait, hop, vous voyez, tac, j'ai un truc qui pousse à l'intérieur. Et donc en fait, vos diapos vont être empilés comme ça, et puis vous allez pousser l'une qui va chasser l'autre, tout simplement, une qui est ici en train de numériser, hop, je pousse, je passe à la suivante, et ça facilite grandement la numérisation, j'ai envie de dire, de ces vieux supports que sont les diapositives. Pour la partie négative, on a deux réglettes qui sont livrées ici, deux réglettes qui peuvent contenir deux films, ou deux films avec chacun 6 poses. Le truc, c'est que, alors je ne sais pas si c'était une particularité à l'époque, ou en tout cas du labo à qui j'emmenais mes négas, mais moi, clairement, c'était découpé selon 4 poses. Et donc, du coup, je vous l'annonce tout de suite. Déjà, comme l'opération de scan est manuelle, on va le voir ensemble, finalement, j'ai utilisé déjà qu'une seule réglette. Alors, ça peut être marrant si jamais vous êtes plusieurs, si vous êtes deux, pourquoi pas avec vos enfants ou avec votre conjoint, par exemple, bref, avec des proches pour procéder à la numérisation. Vous pourrez toujours dire, tiens, moi j'en scanne un, tu me prépares l'autre, et donc c'est intéressant comme ça de switcher. Mais le format 6 poses, clairement, moi je me vois pas redécouper chacun de mes films pour utiliser les 6 poses à chaque fois. Donc finalement, voilà, ça c'est un petit détail. Sachez que c'est néanmoins plutôt bien fichu, avec un petit détail tout de même, c'est que si la porte elle est aimantée, ce qui permet de bien tenir le film négatif en place, vous voyez, vous allez l'entendre, elle va claquer. Voilà, vous voyez, en fait, elle est aimantée, il y a des petits aimants sur la porte
Voilà, ce qui permet de bien disposer le négatif. Eh bien, il y a aussi des petits crans là, hein, qui correspondent tout simplement aux trous qui sont sur la pellicule 35 mm. Eh bien, ils ne tombent pas toujours parfaitement bien en place en fonction du découpage. Et donc, parfois, il faut soit les mettre à l'endroit, à l'envers, bref, de toute façon, ensuite, on a la possibilité directement, depuis le logiciel, de les retourner hein, dans le sens horizontal. Et surtout, on peut aussi procéder avec un effet miroir. Donc là-dessus, on a toutes les options logicielles. De toute façon, vous le savez, une fois que c'est numérisé, tout est OK. Voilà, vous avez l'essentiel ici, à la fois des caractéristiques techniques, des accessoires qui vous sont livrés, le prix, je le rappelle, 45 €. Et puis très rapidement, je vous dis juste, hein, c'est un produit qui est extrêmement facile à installer, hein, le pilote, etc. C'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé le logiciel. Il a fallu que je le relance, je crois, une fois ou deux pour que le scan soit reconnu, mais ensuite ça fonctionne très bien. Et petit point de détail quant au scanner lui-même, il est fait dans une matière un peu mate qui retient vraiment beaucoup les traces de doigts. Et donc, franchement, on a beau essayer de l'essuyer et tout, c'est quand même un produit qui est assez salissant. Bon, c'est un peu un détail, mais c'est à savoir. Donc, j'ai installé le logiciel et je vous propose maintenant, tout simplement de basculer sur le PC pour procéder à quelques numérisations. Bien, nous voilà sur le PC avec ce fameux logiciel ici qui s'appelle Image Scan Tool. Et je vous dis, c'est vraiment une appli qui pèse à peu près 15 mégaoctets, mais qui effectivement ne va pas vous permettre de trouver le pilote que vous allez pouvoir ajouter à Windows pour utiliser ensuite ce scanner comme un périphérique Twin. Donc en tout cas, pas dans la procédure que j'ai utilisée moi. Je n'ai pas de lecteur CD pour vérifier ce qu'il y a dessus, et puis j'ai pas plus fouillé que ça. On va rester donc sur cette utilisation assez basique. On a donc quelques options. Tout s'est bien passé. Là, vous le voyez ici, en fait, cette zone-là montre déjà que la lampe est en attente d'une numérisation. Et dans les options, on a d'abord le choix du type de film. Néga, diapo, ou ensuite, tout simplement, si jamais on a des films en noir et blanc. Le choix ensuite du format de la numérisation, JPEG ou TIFF, et le choix de la résolution standard ou interpolée. On verra juste après quels sont l'impact de ces réglages et quelles sont les résolutions, les profondeurs des couleurs, etc. qui en ressortent, et surtout, est-ce qu'il existe une réelle différence. Donc voilà, donc standard, interpolé. Ensuite, très rapidement aussi, on a les fonctionnalités qui sont basiques, la possibilité de scanner, ce qui va vous l'envoyer ici dans la petite pellicule, ensuite en bas. Vous allez pouvoir comme ça en enchaîner plusieurs et procéder ensuite à l'enregistrement. Moi, j'ai déjà choisi mon chemin de numérisation. On choisit ici, par défaut, il est dans nom d'utilisateur et /pictures, mais vous pouvez évidemment le personnaliser. Et puis ensuite, une fois que l'on a fait la numérisation, il y a quelques options qui s'offrent à nous, comme je l'ai dit, la possibilité de les tourner, donc tout simplement dans le sens horaire, c'est fonctionnalité très basique, et un truc assez maladroitement nommé, qui s'appelle dédoubler, qui est en fait une fonction miroir. Je vous l'ai dit, dans la partie descriptive du truc, il y a ajustement de la couleur automatique et de la luminosité. Bon, là, on a la fonctionnalité standard, enfin le rappel aux fonctions standards, et puis ensuite on a la possibilité d'augmenter comme ça ou de diminuer la luminosité. Attention, je vous rappelle qu'on est quand même sur un scanner à moins de 50 €, et donc il ne va pas falloir en attendre des merveilles, mais on va voir quand même que ça apporte un petit quelque chose. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à positionner son film négatif, hein, juste là, dans la petite réglette. Et alors comme je vous l'ai dit, alors évidemment que je devrais avoir des gants, tout ça, je sais pas ce qu'il faut. Encore un truc, voilà, les plus clairement, ça fait partie des choses que je pense je vais acheter avant de me lancer dans de la numérisation massive. Je vais surtout me créer un cadre bien comme il faut pour procéder à des belles numérisations. Donc une fois que la pellicule est installée ici dans ce support, eh bien il suffit de la glisser dans le scanner. Alors on a vraiment des indications, c'est un peu la numérisation pour les nuls, j'ai envie de dire, parce que non seulement sur la réglette, on a une petite flèche qui vous dit « oulala, c'est par là que ça se passe », et en plus, eh bien, on a sur le scanner, là aussi, un petit truc qui vous dit « non, non, c'est pas par ici ». C'est de l'autre côté, voilà, et donc tout simplement, on prend le scanner et on envoie la réglette à l'intérieur. Et alors, vous voyez, déjà, j'ai un retour d'image, et ce qui serait amusant, eh bien, ce serait que il y a un petit moteur à l'intérieur qui aspire le film, tout simplement, pour pouvoir nous
prendre le temps de préparer le deuxième. Et bah non, forcément à 50 €, il va falloir la jouer un petit peu plus manuelle. Et donc voilà, donc regardez, hop, voilà, je commence à voir apparaître en temps réel. Hein, c'est des vieilles photos, ça doit être du Nazareth, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est les plages de Nazareth et effectivement ça date de il y a très longtemps. Et donc voilà, j'ai ici mon premier film négatif que je vais pouvoir ici numériser. Donc vous le voyez déjà, on a effectivement quelques petits bords, hein, clairement, hein, là sur le côté, ici, là, voilà. Alors est-ce qu'on voit ma souris? Non, on voit pas ma souris ici, là, voilà. On a ici le petit bord ici, donc tout ça, ça va consister simplement à essayer d'ajuster ça manuellement au mieux, sinon ensuite après avec le logiciel tiers cette fois-ci, on fera un crop dans l'image parce que celui-ci ne propose rien. Les fonctionnalités dont je vous avais parlé, vous le voyez, elles permettent tout simplement d'augmenter ou de réduire la luminosité. Là, on est vraiment sur quelque chose qui devient quand même très fade. Donc, soit vous dites, ok, j'ai confiance dans le truc, et vous commencez à procéder un petit peu à de la récupération ou un petit peu de traitement vidéo, enfin de traitement photo, pardon. Soit vous laissez ça entre guillemets pour plus tard et vous numérisez ça dans la version un petit peu de base. Sachez que de toute façon, on va en ressortir un JPEG et un TIFF avec la résolution de ce capteur 8 millions de pixels qui clairement ne va pas faire de miracle, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est quand même néanmoins assez intéressant parce qu'on va faire de la sauvegarde, du backup de la récupération de ces vieux clichés. Ensuite, on a tout simplement la possibilité d'intervenir sur les trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, qui est ici labellisé RGB tout simplement, hein, Red, Green et Blue. Et donc, soit je retire du rouge, soit j'en ajoute, soit je retire du vert, soit j'en ajoute, le bleu, etc. Et donc évidemment à tout moment on peut reprocéder un petit peu comme ça à la partie standard et on peut essayer comme ça déjà de se faire un petit scan, voilà, le bleu pas spécialement besoin. Et voilà, et ensuite, là déjà, maintenant j'ai fait quelques rapides corrections, je pourrais rajouter si je veux un petit peu de lumière, mais je pense que ça va le délaver. Allez, on va essayer de faire un truc dans ce genre-là. Voilà. De toute façon, je vous laisserai apprécier, vous, évidemment, la qualité d'image. On va analyser les clichés après, mais sachez, donc mise en garde vraiment, qu'il y a des petites choses à savoir. Le bouton, déjà le fameux One Button Scan, moi je ne l'ai pas utilisé parce que regardez, à chaque fois que j'appuie dessus, ça provoque un léger petit décalage. Hop, vous voyez, chaque fois que j'appuie dessus, j'ai un décalage. Alors j'ai regardé sur les clichés, ça ne provoque pas pour autant de flou dans la numérisation. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais néanmoins, je suis pas satisfait par le truc. J'ai une souris qui est à portée de clic, donc du coup, j'ai préféré utiliser la souris. On procède très rapidement à la numérisation en JPEG standard et la numérisation en JPEG interpolé. Là, je pourrais me dire, cool, maintenant j'ai envie de pousser un petit peu plus le truc et je vais procéder à la numérisation en TIFF interpolé et en TIFF standard pour voir ce que ça va donner. Sauf qu'en fait, dans ce process-là, au moment où vous allez faire enregistrer, en fait, elle va vous enregistrer toutes les images. On le voit d'ailleurs ici dans le bas de l'écran qu'elle est en train de sauvegarder les images, sauf qu'en fait, à partir du moment où vous procédez à la numérisation au format TIFF, ça écrase, ça ne crée pas les formats JPEG. Et donc, du coup, on a 4 fois le format TIFF, 2 fois en image standard et 2 fois en image interpolée. Donc clairement, pour obtenir ces numérisations, si d'aventure vous souhaitez numériser à la fois en JPEG pour partager avec des proches et en TIFF pour les sauvegarder, on verra si la qualité d'image le justifie, mais la résolution, elle, est effectivement, et le poids des fichiers est bien supérieur. Eh bien, sachez qu'il vous faut d'abord numériser en standard JPEG et interpolé JPEG, puis vous procédez à l'enregistrement, là elle les a enregistrés, et vous faites ensuite la manipulation en numérisation TIFF standard, je scanne, TIFF interpolé, je scanne, et ensuite vous procédez à l'enregistrement. Et à partir de là, vous allez bien retrouver vos 4 fichiers différents, 2 dans la version JPEG standard interpolé, et 2 dans la version TIFF standard et interpolé. On va rebasculer tout de suite ensuite sur l'analyse de ces fichiers, évidemment, et la comparaison pour voir si ça vaut le coup. On fait ça, hop, à tout moment, évidemment, on peut l'effacer. Donc JPEG standard, je numérise, JPEG interpolé, je numérise, et comme je vous l'ai dit, parmi les quelques fonctionnalités, si jamais je veux retourner ou appliquer un effet miroir à la photo, eh bien il faut que je le fasse ici avant de l'enregistrer. Mais il faut que j'ai déjà prénumérisé l'image. Tac, tac, c'est bon, j'enregistre, suivant, voilà, boum, voilà, cas concret, et c'est super parce que du coup ça a planté la capture d'image,
Mais là, j'ai l'application qui a planté, et donc ça m'est arrivé quand même assez régulièrement, malheureusement, je vous l'annonce. Hein. C'est une application qui plante plutôt pas mal, en fait, et là, forcément, il va falloir que j'aille la rechercher. Voilà, elle est là. Voilà, donc c'est pas une application d'une très très grande stabilité non plus. Hein. Je vous le dis, les plantages, j'en ai eu parfois tous les 10 scans, donc vraiment, c'est pas ouf, c'est pas foufou en stabilité. Hop, plantage à nouveau. Bon, vous avez compris l'histoire, vous avez compris l'affaire. Je vais continuer quelques numérisations et on va passer maintenant à l'analyse des fichiers, à la fois en termes de volume, taille, définition, profondeur des couleurs, etc. Et surtout sur la partie analyse de la qualité du résultat. Alors avant d'aller analyser la qualité des clichés avec un autre logiciel, on va aller faire un tour du côté de l'explorateur de fichiers pour comprendre ce qui ressort de nos scans avec ce petit détail que j'avais notamment mentionné sur la première procédure où je vous ai dit je numérise en JPEG en standard en interpolé, je numérise en TIFF en standard en interpolé et j'enregistre d'une seule traite. Sauf que, comme je vous l'ai dit, vous les voyez, ce sont ici les 4 premiers clichés qui sont tous en TIFF avec les informations que vous avez soit ici en infobulle, soit ici là dans le bas de la capture. Le premier TIFF standard qui fait environ 27 mégaoctets et ensuite le deuxième TIFF interpolé qui lui fait environ 104, qui fait 104 mégaoctets avec deux définitions différentes. L'une qui fait 3264 par 2116 pixels et l'autre qui fait 6528 par 4232 pixels. Ça, ce sont effectivement les résolutions que le scanner numérise, que vous soyez en standard ou en interpolé, en JPEG ou en TIFF. Et ensuite, c'est tout simplement la taille des fichiers et un petit peu d'autres détails que l'on va découvrir ici. Dans la deuxième vague, j'avais bien procédé à 2x2 numérisations que je retrouve ici avec mes 2 JPEG et mes 2 TIFF d'un même cliché. Et c'est là qu'on commence à voir des différences, notamment de poids, avec le premier JPEG qui est en 3264-2116 résolution, donc la version standard, moins d'1 mégaoctet, vous allez pouvoir partager ça très très facilement par la moindre messagerie, y compris sur votre smartphone. Et ensuite, on a le JPEG amélioré qui, lui aussi, peut être tout à fait partagé et peut même commencer à être stocké, parce que là, on est sur du 6528 par 4232 pixels à 2,21 mégaoctets. Les définitions sont effectivement les mêmes pour la partie TIFF, sauf que le TIFF en standard, c'est 27,4 mégaoctets, et le TIFF, comme on l'a vu en version améliorée, c'est 104 mégaoctets. Bon, là, on retrouve ensuite exactement les mêmes choses. Vous voyez, ça varie à chaque fois. Donc, il faut retenir que le JPEG dans la version standard fait à peu près 1 mégaoctet. Ensuite, le JPEG dans la version améliorée fait à peu près 2-3 mégaoctets. Et ensuite, on est aux alentours des 20-30 mégaoctets pour le TIFF standard et aux alentours des 80 à 100 et quelques mégaoctets pour le TIFF amélioré en fonction de ce que vous allez numériser. Et donc là, vous voyez, c'est quand même rapide. Voilà, j'ai pu procéder rapidement à mes numérisations. Et là, l'intérêt, c'est tout simplement d'aller comparer les images. Pour analyser le résultat de ces numérisations, vous le voyez, effectivement, j'ai un petit peu changé, alors déjà j'ai changé de logiciel et puis j'ai changé un petit peu la disposition. Vous y voyez peut-être pour l'instant, en tout cas un petit peu moins bien, mais moi je retrouve mes différents clichés que j'ai numérisés et donc par exemple, je vais aller chercher 2 JPEG, l'un la version standard et l'autre la version améliorée. Par exemple, ils sont là, j'en ai un, donc 3264 2116 JPEG, 6528 4232, et puis je lance la comparaison. Sauf que là, vous allez le voir forcément, comme je suis sur 2 tailles différentes de fichiers, forcément, nativement, j'en ai un qui est plus zoomé que l'autre. Vous voyez, tac, voilà un petit peu la différence forcément de ce que ça peut représenter. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que clairement, comme je l'ai dit, on est sur un produit à une cinquantaine d'euros et donc là je suis à 100% sur cette image ici à droite, à gauche pardon, sur cette image de gauche ici, on voit bien quand même que c'est pas ultra propre. En même temps, je vous cache pas que moi à l'époque déjà aussi mes pellicules, ça devait être de la pellicule un peu grand public, c'était pour certaines, j'en ai retrouvé, c'était du Kodak Gold 200. Je me dis qu'aujourd'hui je ferais sans doute mieux aussi avec les connaissances techniques que je pouvais avoir. Peut-être que j'achèterais des sensibilités un peu différentes, que ce soit les 200 ASA, 200 ISO. Donc bref, quoi qu'il en soit, c'était les pellicules que j'achetais. Et puis je shootais toujours avec mon Nikon qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, vous avez le résultat. La numérisation serait sans doute meilleure aussi avec un scanner plus performant.
Bon, on va dire que déjà on a un premier aperçu. Mais bon, ça ne permet pas réellement de comparer parce qu'on a vu que on a deux tailles différentes avec des zooms différents. Et là, si je veux mettre celui-ci à 100%, vous voyez bien que là, hop, 100%, vous voyez bien que c'est quand même très très gros. Et donc là maintenant, eh bien, je vais aller comparer cette fois-ci mon JPEG standard en 3264 avec le TIFF standard. Un qui pèse moins d'1 méga et l'autre qui en pèse environ une vingtaine. Et donc je les ai juste là, hop, comparer les images, et voilà. Et alors là, clairement, franchement, accrochez-vous, selon moi, pour faire la moindre différence. Alors, évidemment que si l'idée là était de procéder à une sortie sur papier, avec une imprimante en 10-15, peut-être, clairement, il faudrait privilégier la meilleure des numérisations. Déjà, parce que vous l'avez vu, c'est basique à faire, et puis du coup, c'est autant exploiter le maximum de la qualité. Mais au constat, à la lecture, là, la différence, elle est quand même quasi imperceptible. Regardez, je vais prendre cette fois-ci le TIFF et les JPEG, et le JPEG dans la version améliorée. Donc un qui pèse, comme on le voit ici, 99,2 mégaoctets, et l'autre qui pèse 2,13 mégaoctets. Là encore, la différence, clairement, je la cherche. On peut procéder évidemment à d'autres comparaisons. Je vais reprendre le JPEG dans sa version améliorée et le TIFF dans sa version améliorée. Tac, il est juste là. Non, j'avais vraiment numérisé beaucoup. Hop. Comparer. Alors là, en plus, elles ne vont pas être tournées dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Vous voyez là, franchement, on a quand même quasi aucune différence, quoi. Tac, allez, on va prendre à nouveau autre comparaison. Hop, on dézoome. Alors, je retrouve évidemment les petits défauts, mais ça, on va s'en reparler juste après. Hop, vous voyez, franchement, bon, aucune différence. Voilà, vous avez donc maintenant l'essentiel de toutes les informations, de tout ce qui ressort de ce scanner après numérisation. Et l'idée maintenant, c'est quand même d'essayer peut-être de traiter, de corriger certains défauts dans les images avec des logiciels tiers cette fois-ci, puisque ce que propose ici Silvercrest dans son produit ne propose pas du tout de fonctionnalité de retouche, à part pour la partie colorimétrie en amont de la numérisation. Mais voilà, c'est assez basique, donc je pense qu'on va pas pouvoir en attendre grand chose, mais on va quand même aller regarder ce que ça donne avec un logiciel. Alors j'imagine que vous vous en doutez, même sous Lightroom, on va pas pouvoir faire de la magie avec les résultats obtenus grâce à ce petit scanner. Bon, j'ai procédé à quelques retouches néanmoins qui peuvent présenter de l'intérêt. Vous allez voir, là, le négatif et puis la numérisation laissent quand même apparaître pas mal de défauts, notamment ici dans cette portion de l'image. On ne peut pas faire grand chose, on ne va pas pouvoir aller restaurer des détails, recréer des choses. On va pouvoir au mieux intervenir un petit peu sur les températures, peut-être ajouter un pseudo peps à l'image, c'est ce que j'ai essayé de faire toutefois en tentant de renforcer un petit peu les couleurs. Voilà, on peut essayer de faire quelque chose, mais ça ne va pas aller chercher très très loin. Je pense que là, et puis j'utilise, sachez-le aussi, j'utilise à chaque fois les versions, pour le coup, les plus lourdes, les fameuses versions TIFF améliorées. Et vous voyez bien, là, clairement, en plus, je pense qu'il y avait matière à faire mieux, avec un meilleur choix de pellicule ici sur un coucher de soleil, où on voit en plus que, clairement, ce sont comme je vous l'ai dit, des négatifs qui ont plus d'une trentaine d'années, enfin qui ont, peut-être pas une trentaine d'années, mais plus d'une vingtaine d'années. Donc forcément, on va pas pouvoir faire de la magie, mais néanmoins, quand on a un truc comme ça, qui a un rendu peut-être un peu délavé, vous voyez déjà que le fait d'avoir un petit effet poinçon, ça va booster le contraste. Et ici, dans la zone où il y a ici là, les pins, là, hop, vous voyez, tac, tout de suite, boum, ça apporte un petit quelque chose, clairement, à l'image. Et puis surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement hop, aller cropper les portions de l'image qui sont non souhaitées. Voilà, allez, boum, on va procéder rapidement à ce petit truc-là. Est-ce qu'on lui dit, vas-y, essaye de m'améliorer l'échelle auto? Si je fais un petit CTRL Z, qu'est-ce que ça a donné? Ouais, du coup, qu'est-ce que je préfère? Ouais, peut-être ça, parce qu'après, en impression, ça sera peut-être un peu moins bouché. Donc, clairement, il m'a
baissé les hautes lumières, il m'a amélioré un peu les ombres. Là, sur celle-ci, j'ai pas réellement besoin. Je pourrais apporter des choses peut-être un petit peu artificielles. Voilà, vous voyez, très légèrement, j'ai apporté un tout petit peu de piqué et j'ai donné un petit peu de consistance dans le ciel. Voilà, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. J'ai fait cette petite retouche aussi avec cette fois-ci, eh bien, peut-être un rouge qui ressort un peu mieux, puis surtout une couleur de pierre qui me semble bien plus exacte. Et puis moi qui suis aussi un petit peu moins vert, un petit peu plus une teinte de peau un petit peu plus naturelle. Et puis bah ici, surtout, ce qu'il faut se souvenir, c'est ce qu'il y avait comme défaut dans l'image. Voilà, clairement, souvenez-vous que c'était une image qui était très dégradée et qui là, eh bien, par de simples petites retouches que j'ai pu faire, hop, alors voilà, on va voir clairement ce que j'ai pu appliquer, des points comme ça de retouche, avec celui-ci qui est quand même assez grand pour effacer le très large trait qui était au travers de l'image, bah, j'ai pu récupérer quand même pas mal de choses dans cette image, corriger pas mal de défauts et me dire, bon bah c'est cool, ça m'a permis comme ça de retrouver un cliché propre que je vais pouvoir exploiter. Le truc qui était intéressant aussi, à nouveau, c'était ici. Vous voyez là, vous avez une image qui était quand même bien abîmée, et au final, eh bien, ça donne tout de suite quelque chose d'assez propre. Alors oui, il a dû me créer de la bouillie. Je sais que j'avais un point ici de correction. Hop, pourquoi je ne le vois pas? Je sais que j'avais un point de correction qui était là, vous voyez, là, ici, il m'a créé juste là une espèce de petite bouillie de pixels, mais une fois qu'on a le cliché, bah, on s'en rend pas trop compte. Donc ça permettra là encore d'obtenir un truc assez propre. Là, ici, pareil, j'avais beaucoup de petits points là dans l'image ici qui étaient des petits points blancs, pareil, des saletés, des poussières. Là, l'image ici me semblait un peu trop orange, j'ai pas pu faire grand chose. Voilà, donc je pense que vous avez compris hein, ce qu'il était possible de faire. On va conclure et verdict sur ce produit donc. Bon, bah, il est temps de conclure hein, sur ce petit scanner Silvercrest qui est donc proposé par les enseignes Lidl. Je vous l'ai dit, il n'est actuellement pas disponible en ligne sur le site français. Vous pourrez aller consulter quelques caractéristiques techniques et les avis sur le site belge si vous le souhaitez. Et ensuite, eh bien, le retrouver en magasin, je l'espère en tout cas au moment où vous regarderez cette vidéo et si jamais le produit vous plaît. Mais sinon, bah, comme d'habitude, chez Lidl, ça s'en va et ça revient. Voilà, je voulais la refaire peut-être une autre fois, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous l'avez compris, ce n'est pas un scanner avec de très grosses prétentions. À moins de 50 €, je ne dis pas que 45 € c'est donné, hein, c'est cadeau, ça reste quand même un montant, mais évidemment, vous le savez, si vous êtes un petit peu sensible à la photo, bah, si vous avez des attentes meilleures, bah, c'est sans doute pas ce produit qu'il faudra acheter, et pourquoi pas peut-être même vous tourner vers un professionnel qui, lui, pourra vous procéder à de l'édition sur du papier, mais est-ce que c'est ce que vous recherchez dans ce cas de figure-là? Je suis pas sûr. Donc plutôt sur de la numérisation, si vous en attendez plus, bah allez regarder s'il existe encore des scanners à plat ou des... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il existe une multitude de scanners dédiés à cela, et plus cher aussi, mais je les ai pas testés. Là, l'idée, c'était qu'on revienne sur ce produit de chez Lidl, qui a aussi ses avantages quand même, hein, néanmoins, c'est que bah, c'est la portabilité, c'est la facilité d'utilisation, il est auto-alimenté par l'USB-C, on n'a pas besoin de prise secteur, donc c'est un truc qu'on va vraiment pouvoir emmener n'importe où, c'est-à-dire que même si vous avez une maison de vacances, avec des photos stockées sur place, des proches, etc., comme je l'ai déjà dit, bah c'est quand même super pratique. Et en quelques instants, vous l'avez vu, on fait de la numérisation, et puis ensuite, bah on peut s'adonner à quelques petites retouches quand même bien pratiques a posteriori. Donc dans l'ensemble, c'est en fait, c'est un produit bah, qui va vous permettre tout simplement de sauvegarder et de pérenniser tout simplement les clichés que vous avez pu faire par le passé et pour lesquels vous êtes évidemment prêt à faire quelques concessions sur la qualité, sur le résultat d'image finale, un peu comme quand on numérise une VHS, hein, typiquement, j'en ai déjà beaucoup fait aussi et ça demande aussi pas mal de patience, bah, parce que parfois on a des choses, on a des ratés et bah, clairement la VHS, on se rend bien compte aussi qu'en matière de qualité d'image, même numérisée, on ne peut pas en refaire de la magie ensuite. Mais voilà, on retrouve des vieux souvenirs. Et je pense que pour bon nombre d'entre vous, c'est ce que vous allez rechercher au travers de ce type de produit. Est-ce qu'il faut l'acheter ou non? Bah, c'est à vous de voir. Vous avez vraiment eu tout ce que j'ai pu découvrir moi sur ce produit. Clairement, je vais continuer à faire mes numérisations, à les partager. Je l'ai déjà fait avec quelques-uns de mes proches et clairement, le retour n'est pas de dire ah, c'est quoi cette qualité? Absolument pas. Tout le monde est bien content de retrouver comme ça de vieux souvenirs. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce type de produit. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire parce que peut-être que vous avez des recommandations à faire. C'est absolument pas une vidéo sponsorisée par Lidl. Donc évidemment que si vous avez d'autres références à proposer, n'hésitez pas, partagez. Peut-être que si ça se trouve, celui-ci il coûte 45 €.
peut-être que pour 70, 80, 100, 120 euros, on a des produits qui sont vraiment radicalement différents, avec plus d'options logicielles, etc. Moi, j'ai acheté celui-ci, mais n'hésitez pas à réagir, partagez avec la communauté, et évidemment, si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous savez quoi faire, le pouce qui va bien, qui motive, qui aide grandement au référencement, évidemment, de cette vidéo, et au succès de la chaîne, et si vous souhaitez d'ailleurs collaborer au succès de la chaîne, vous avez évidemment aussi les petits super thanks qui vous permettront, tout simplement, eh bien, de faire un petit don à la chaîne, et n'hésitez pas, encore une fois, si jamais vous avez des achats à faire, notamment sur Amazon, la Fnac, etc., vous pouvez aussi me solliciter pour obtenir un lien d'affiliation, ce qui ne vous coûtera pas plus cher, et moi, me permet d'accéder à une petite rétribution. C'est quelque chose sur lequel j'ai notamment été sollicité sur le Discord, et justement, vous pouvez venir échanger aussi avec nous sur le groupe de discussion Discord. Vous retrouvez le lien dans la description. Vous pouvez également échanger avec moi sur les réseaux sociaux. Et ouais, j'ai toujours pas fait encore le changement de ce logo Twitter qui devrait désormais être X. Donc pour l'instant, ça va rester Twitter et ça ira bien comme ça ne change rien. Après tout, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez toutes les informations qui se sont affichées. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui compte désormais 22 000 abonnés au moment où j'enregistre et ça c'est plutôt cool, nouveau petit palier de passé. Merci à vous tous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.